Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps en ce vendredi frisquet et ensoleillé d'octobre. Valérie Beaulieu-Paquette au micro. Je vous invite à m'accompagner dans une émission qui risque d'être très intéressante aujourd'hui. On a des collaborateurs, des vieux de la vieille qui viennent nous rejoindre. David Girard, bonjour. Bonjour. Antoine Brousseau-Desaulniers, bonjour. Tu mets des attentes pas mal hautes, là, je trouve. Mais oui, mais c'est parce que vous le méritez. Ah. Amélie Roy-Bergeron, bonjour. Bonjour. Et Cassandre Roy-Drainville. Allô, moi je fais pas de chronique, mais bonjour. On attend tes questions les plus pertinentes. Sûrement, oui. Et mon cher Gabriel Thériault à la régie, au bord de la vitre. Salut. Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Cool. Sans plus tarder, on va commencer avec ton anecdote, mon cher Gab. Ben oui, en fait, mon petit commentaire d'aujourd'hui fait référence à, ce petit moment d'histoire qui s'est passé le 5 octobre. Donc, je prends ici la nouvelle qui a été partagée par l'organisme Montréal en histoire. En fait, on connaît ce personnage aujourd'hui comme un politicien, mais il faut rappeler que l'honorable Marc Garneau, ministre au gouvernement fédéral, a été le premier Canadien à aller dans l'espace. Donc, en ce jour, il y a 34 ans. C'est fou. Ouais, J'avais vraiment oublié que c'était un astronaute, ce type. Il était encore dans l'espace. Bon, donc c'est donc le 5 octobre 1984 que l'homme prend place à bord de la navette Challenger. Donc, évidemment, pour aller dans l'espace, ça prend plus de qualifications qu'être ministre des Transports. Donc, il fait ingénieur dans la marine canadienne pour ensuite participer au programme canadien des astronautes en 1984. Donc, au total, il est allé 3 fois dans l'espace afin de travailler à la Station spatiale internationale. Donc, lui, on sait, Marc Garneau, c'est un fier Canadien. La politique fédérale ne lui manque pas d'attirer les regards des médias lorsqu'il affirmait que s'il pouvait faire un dernier voyage dans l'espace, il amènerait avec lui Gilles Duceppe et André Boisclair. Donc, les deux hommes renieraient leurs convictions souverainistes en voyant la beauté du Canada vue de l'espace. Il voulait-tu les laisser là? Ben, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il les a ramenés, faut croire. Les mettre dans le sas et appuyer sur le bouton pour les éjecter. Rien de moins. Mais Marc Garneau, c'est pas le seul astronaute canadien à s'être intéressé à la politique. Il y a Julie Payette, donc la deuxième femme canadienne à aller dans l'espace, a reçu tous les honneurs de l'honorable Justin Trudeau lorsque Sa Majesté la Reine Élisabeth II a approuvé sa nomination comme gouverneuse générale du Canada, pour reprendre l'expression à Falardeau. Donc le prochain à aller dans l'espace, c'est David Saint-Jacques. En fait, il doit s'envoler à la station spatiale en novembre prochain, donc c'est bientôt. Donc, lorsqu'il reviendra, on souhaite qu'il se présente en politique, donc à la circonscription de Robertval. Donc, celle-ci est vacante depuis hier, donc à qui la chance? Pour quel parti? Ben, ce serait pour le Parti libéral, j'imagine. C'est pour un fier Canadien, lui aussi. En tout cas, c'est mes suppositions. Wow. Ouais, c'est ça. Donc, prochainement, peut-être un prérequis avant de se lancer en politique. Ouais, Petit tour politique dans fédérale ou sinon Parti libéral du Québec, s'il faut avoir été dans l'espace. Wow. Ben, merci beaucoup, Gab. Super intéressant. Ça fait plaisir. Ouais. Et puis, je transfère la balle à Antoine Brousseau-Desaulniers qui va nous parler de l'élection générale québécoise de 1970. Oui, en saisissant la balle au bond de l'élection de cette semaine, élection qui a ébranlé, en fait, je dirais, achevé définitivement le bipartisme québécois auquel on assiste depuis les 50 dernières années, qui était ébranlé depuis les dernières, mais là, ça a l'air d'être confirmé. Je vous rappelle tous les résultats. En fait, la CAQ, avec 37% et 64 sièges, forme le gouvernement majoritaire ici au Québec. Le PLQ s'est effondré à 24% des intentions de voix, son pire score de l'histoire, ce qui lui a donné 32 sièges à l'Assemblée nationale. Le PQ aussi s'est effondré. C'est vraiment un effondrement colossal de la part des deux partis, disons, traditionnels. 17% des voix, 9 sièges, son pire score de l'histoire, de son histoire à lui aussi. Et finalement, Québec solidaire, avec 16% et 10 sièges, a augmenté considérablement sa députation. C'est drôle, j'avais oublié tout ça. Ouais, ça fait juste une semaine en plus. C'est pas une très bonne mémoire pour un historien, David. Il a pas arrêté de boire depuis.
C'est bien. Plusieurs commentateurs dans les médias québécois ont souligné le fait que cette élection-là en était une de réalignement. En fait, une élection de réalignement, à sa plus simple expression, ça signifie qu'il y a eu un gros rebrassage des plaques tectoniques en termes d'intention de vote. C'est un terme qui a été inventé par des politologues américains qui décrivaient à la base la réalité politique aux États-Unis. Mais au Québec, on s'entend généralement pour dire qu'une élection de réalignement, ça signifie le remplacement de partis générationnels par un autre. C'est quelque chose qui a été théorisé ici par le politologue feu Vincent Lemieux. En 86, Vincent Lemieux, prenant acte du phénomène de réalignement qui s'était produit aux élections de 70, justement, avait prédit, s'était aventuré dans la prévision d'un réalignement politique pour le début des années 2000, pour le début des années 2000, c'est ça. Comme l'Union nationale de Duplessis, qui était créée en 1936, le PQ prenait des airs pour lui de parti générationnel qui était appelé à être dépassé puis remplacé par un autre. Je le cite intégralement, Monsieur Lemieux. Selon l'approche générationnelle, le parti de la génération future se définirait contre la formule de gouverne du parti de la génération précédente. Il serait donc non nationaliste et non interventionniste, à moins que, comme dans les années 60, un des deux éléments de la formule soit récupéré, en l'occurrence le nationalisme, et que se forme une espèce de nouvelle union nationale qui elle aussi faisait du nationalisme son apanage, je vous le rappelle. Donc combinant la foi nationaliste avec le parti pris pour le secteur privé. On s'entend pour dire que c'est une très bonne description de la coalition Avenir Québec, le nouveau parti de gouvernement aujourd'hui. Donc mais est-ce que vraiment les élections auxquelles on vient d'assister s'en sont une de réalignement? Je pense que je vais nous replonger donc dans le contexte des années 70, dans les élections des années 70, celles auxquelles justement des politologues comme Vincent Lemieux se sont référés pour catégoriser le phénomène de réalignement au Québec, puis ils vont peut-être au terme de cela y voir plus clair. Peut-être pas non plus. On l'espère. On l'espère. Pourquoi celle de 1960 n'est pas une élection de réalignement? Fondamentalement, c'est pas une élection de réalignement parce que c'est simplement l'alternance. Une élection de réalignement veut pas dire qu'un des deux, veut pas dire que ça remplace, qu'un parti qui est tout le temps au pouvoir est remplacé par un autre. Non. Le système politique, depuis 1936 jusqu'à 1970, était caractérisé par l'alternance, même si c'est la domination de l'Union nationale et du Parti libéral, qui a quand même eu un mandat au début des années 40 sous Adélard Godbout. Okay. Alors, les résultats étaient assez serrés aussi en 70 puis en 1960, pardon, pour dire ça. Le simple déplacement des voix ne suffit pas pour qualifier une élection de réalignement, sinon on parlerait sans cesse au cours de la deuxième moitié du 20e siècle d'élections de réalignement, en fait. Ouais. Mais pour ce qui est des élections de 1970, je rappelle les résultats globaux. Les libéraux de Robert Bourassa remportent les élections générales avec 45,4% des voix. Ils font élire 72 députés à l'Assemblée nationale contre 17 pour leurs plus proches rivaux, les unionistes de Jean-Jacques Bertrand. Le partage des votes entre 4 formations, le Parti libéral, l'Union nationale, le ralliement créditiste et le Parti québécois permet aux libéraux de faire élire, comme je disais, ce nombre de députés-là, trahi par mon écriture déficiente. 4 ans auparavant, le Parti libéral avait fait élire seulement 50 députés, malgré le support de, là aussi, 47% des électeurs. Le verdict de la population en 70 est particulièrement dur pour l'Union nationale. Après les 4 années qui ont passé au gouvernement, le parti de Bertrand reçoit l'appui que seulement 19,6% des électeurs, une baisse spectaculaire par rapport aux 40,8% obtenus en 66. La présence des deux partis qui sont à leur première participation aux élections, le ralliement créditiste et le Parti québécois, c'est en partie responsable de cette baisse de popularité de l'Union nationale. Le ralliement créditiste de Calamier-Samson fait élire 12 députés avec 11,2% du vote, alors que le PQ de René Lévesque, qui réussit à faire élire que 7 députés, termine deuxième malgré tout au niveau du nombre d'électeurs avec 23,1% des voix. C'est donc assez disjoncté comme système symptomatique du système non proportionnel dans lequel on vit. Est-ce qu'il voulait changer le système démocratique à cette époque-là? Oui, c'est une des promesses du Parti québécois dès en 1970 de réformer le système. 50 ans plus tard! Bref, il y a une longue histoire à faire. On verra ce que la CAQ va faire. On verra ce que la CAQ va faire avec ça. Un petit défi que je leur lance, mettons. On attend toi, tout personnellement. Oui, moi, personnellement. Donc, Robert Bourassa, était par la bande le plus jeune premier ministre du Québec. Il était un économiste de 36 ans à l'époque, avant de vieillir plus tard. Donc,
C'est quand même un effet de la vie, on oublie souvent. Hein, ouais, les gens c'est ça. Puis l'Union nationale est donc victime de ce réalignement-là qui se passe, apparaît comme un parti générationnel dès ce moment-là. Donc, il y a eu un grand mouvement de plaques tectoniques, des plaques tectoniques au Québec, politique au Québec. Il faut revenir sur le contexte un peu de comment on en est arrivé là à ce résultat-là avant cela. Donc, depuis 1966, le mandat de l'Union nationale au pouvoir est marqué par l'accélération de la polarisation du discours constitutionnel entre les deux grandes options de la souveraineté et du fédéralisme inconditionnel. À l'époque, autant les libéraux que les unionistes revendiquaient auprès d'Ottawa davantage de pouvoir qui permettrait au Québec de s'épanouir dans la Confédération canadienne. Il lui en faisait une condition essentielle au rapatriement constitutionnel souhaité par le reste du Canada, qui surviendra en 1982, on le sait. Or, les difficultés de plus en plus évidentes que rencontrait cette stratégie devant un gouvernement fédéral de plus en plus orienté par la conception particulière de l'unité nationale de Pierre-Éliott Trudeau, qui refusait toute velléité d'autonomie du Québec. Ben ça attise de plus en plus un mouvement indépendantiste qui est présent dans le débat public de manière de plus en plus intense. Les indépendantistes sont galvanisés par la visite historique du général de Gaulle au Québec à l'occasion de l'Expo 67. On se rappelle que dans le contexte centenaire de la Confédération de 1867 et de celui du plus large débat constitutionnel, l'énonciation tonitruante du Vive le Québec libre, Vive le Québec libre. Vive le Québec libre! Pour le prix unique du livre. Oui. On parlait beaucoup d'éducation. Ouais, ça a marqué le Québec. Oui, ça a marqué le Québec. Ça a même provoqué une importante polémique qui perdure plusieurs semaines après ça. Cette polémique-là est probablement pas étrangère aux bouleversements qui suivent, particulièrement au Parti libéral. En fait, peu après que Lesage ait condamné sans équivoque cette formulation-là du général de Gaulle, tout en jetant le blâme sur le dos sur Daniel Johnson, il l'accusait d'avoir trompé le général jusqu'à ce point-là critique de dénonciation apparente de conviction indépendantiste de la part du président français. Bref, suite à cette tourmente-là, le député libéral François Aquin énonce en chambre ses convictions indépendantistes, démissionne du Parti libéral et devient le premier député indépendantiste à l'Assemblée nationale. Le 18 septembre suivant, c'est au tour de René Lévesque de faire un pas dans cette direction-là, en exprimant une position constitutionnelle étoffée à l'intention de son parti, afin que celui-ci l'adopte formellement à son congrès du mois d'octobre. Cette position, qui sera publiée plus tard sous le nom d'Option Québec, stipule que l'émancipation économique et politique des Québécois doit se faire par la négociation d'un nouvel ordre constitutionnel avec le reste du Canada, ce qu'on appelle la souveraineté association. En cas d'échec, il en suivrait une proclamation unilatérale d'indépendance. Le Parti libéral se rallie pas à cette option-là. René Lévesque claque la porte du parti et fonde le mouvement Souveraineté Association, le MSA, le mois suivant. Puis c'est ainsi qu'entre donc les premières voix indépendantistes à l'Assemblée législative, libérée législative qui était il s'appelait comme ça avant de devenir l'Assemblée nationale un an plus tard en 69 par ailleurs. Je le précise. Donc, libéré de ces éléments les plus nationalistes, le PLQ peut adopter une position constitutionnelle inconditionnellement fédéraliste. Quelques mois plus tard, le Parti québécois tient son congrès de fondation grâce à la fusion du mouvement Souveraineté Association et un parti indépendantiste de droite, le Ralliement national, sur la base des idées que René Lévesque a développées plus tôt. Les négociations avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, échouent, mais celui-ci se saborde et ses membres rejoignent en masse le PQ, concrétisant ainsi par une stratégie d'entrisme la convergence des forces indépendantistes. Donc, avec la montée en importance de la question constitutionnelle, on assiste à une véritable polarisation des options fédéralistes et souverainistes face à laquelle l'Union nationale peine à se situer. Prise entre deux feux, elle tente de promouvoir une troisième voie. Par contre, si Daniel Johnson avait réussi à construire un rapport de force face au gouvernement fédéral en brandissant la menace de l'indépendance pour obtenir des changements constitutionnels, son successeur après sa mort, Jean-Jacques Bertrand, met la formule égalité ou indépendance au rencard. Même dans l'opposition officielle après les élections de 70, l'Union nationale est incapable de tirer son épingle du jeu et oblitérée de l'Assemblée nationale aux élections de 1973 par après. Donc, c'est une histoire qui
vous en conviendrez, je pense, ressemble beaucoup à celle auquel on assiste en ce moment, mais dans le sens inverse, au sens où la question constitutionnelle a perdu son importance aux yeux de la population depuis dans les dernières années. Puis maintenant, c'est le PQ qui a pas été capable de tirer son épingle du jeu, pour ainsi dire, puis proposer des changements sociétaux, mise au rencard de l'indépendance à un hypothétique deuxième mandat majoritaire. Bref, il s'est effondré maintenant, aujourd'hui. Il reste à voir s'il va être capable de s'en remettre après une telle défaite, mais le futur le dira. Donc, malgré cette similitude qui permettrait de dire que l'élection qu'on vient de vivre est une élection de réalignement en tant que telle, il y a des choses qui fonctionnent pas tout à fait, puis la première d'entre elles, c'est que le Parti libéral aussi s'est effondré. C'est pour ça que, selon les commentaires que j'ai constatés de la part de l'historien Martin Paquet, historien spécialisé en histoire politique ici au Québec, il contredisait le fait que le Parti québécois est un parti générationnel. En fait, le PQ a actuellement 50 ans, va l'avoir la semaine prochaine, je crois. Le 11 octobre, le Parti québécois aura 50 ans. Un gros party. Un bel anniversaire. On annonce un gros party. Pardon. Il a renouvelé ses effectifs au moins 2 fois dans son existence, le Parti québécois. Donc, ça remet en question le fait qu'il soit vraiment générationnel. Si ça aurait été le cas, comme l'Union nationale qui a duré 20 ans environ, ça aurait 20 ans, 30 ans environ, on en convient, je dirais. La défaite du Parti québécois, en fait, qui met quand même en cause son existence, a rien à voir avec le modèle des partis générationnels, mais beaucoup plus à voir avec le modèle d'obsolescence contemporaine des partis politiques qu'on observe en Europe, dont en France avec le Parti socialiste, en Angleterre avec le Parti travailliste, même en Italie avec les communistes. Ces partis-là et le Parti québécois, à un moment donné de leur histoire, surtout au tournant du 21e siècle, commencé à proposer des politiques néolibérales, des partis qui s'affichaient du côté de la gauche auparavant. Le Parti québécois a mis sur pied un véritable culte du déficit zéro, comme j'aime le dire, avec Lucien Bouchard, a forcé la retraite des milliers d'infirmières. Je sais pas si... C'est ce qu'on appelle un parti progressiste. On s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas, mais je suis pas mal sûr que les effets s'en font encore sentir dans le réseau de la santé aujourd'hui, qu'on parle des difficultés qu'ont les infirmières à exister en général, malheureusement. En tout cas. Ouais. C'est triste. Je disais ça de manière sympathique, sympathisant envers elle, bien sûr. Donc, faisant ainsi, ces partis-là, le Parti québécois, le Parti socialiste, le Parti travailliste, se sont aliénés leurs sympathisants, même la population en général, en abandonnant une composante de leur identité. Puis les militants de ce parti-là n'ont pas disparu tout simplement comme le modèle générationnel le proposait. Ils s'en vont militer ailleurs, comme au Parti québécois, il y en a beaucoup qui sont allés à la CAQ, d'autres à Québec solidaire. Sinon, ils se retirent complètement de la politique partisane, d'où le taux d'abstention qui est de plus en plus élevé un peu partout en Occident, je dirais. Mais bref, c'est ça, c'est des considérations. Je suis pas prêt à dire avec 100% que, il y a un réalignement qui se produit en ce moment, qui s'est produit indubitablement, au sens où les plaques tectoniques ont bougé, mais est-ce que le modèle duquel parlent les commentateurs aujourd'hui, le modèle qui est basé sur l'énonciation de Lemieux, on est quand même 20 ans après, presque 20 ans après la prédiction de Lemieux quand au début du siècle, ça allait changer, mais ça a pris du temps à se concrétiser. Le Parti québécois est pas vraiment un parti générationnel. Le Parti libéral aussi s'est effondré. Alors, ça ressemble plus à c'est un phénomène nouveau qui a l'air de caractériser la démocratie au 21e siècle, je dirais. Ouais, mais aussi, c'est parce que les plaques tectoniques, ça prend beaucoup de temps à bouger. Ouais. S'il prend cette analogie-là, il faut qu'il soit conscient que ça bouge pas vite. Je pense que c'est mon analogie. Peut-être que j'aurais pu utiliser une meilleure métaphore qui est maintenant répétée beaucoup. C'est sûr, c'est qu'il y a eu une cassure. Il y a eu un tremblement. Ouais. On est encore tous très shakés. On est secoués. On est secoués, oui. Pardon, ultimement, dans un avenir pas si lointain, est-ce qu'on pourrait avoir la disparition à la fois du Parti québécois et du Parti libéral du Québec? Le Parti libéral s'est effondré, mais il y a un phénomène particulier au Québec avec le Parti libéral, c'est que auparavant on disait qu'il y avait 35 sièges d'assurés. Maintenant c'est un peu moins. On vu qu'il est rendu à 32 sièges maintenant. Alors ce qui s'est passé, c'est que ces militants sont pas sortis. Ça, je pense que tout le monde a vu ça. Tout le monde qui s'est penché sur le problème dans la semaine qui vient de passer a constaté ça. Mais personnellement, j'ai l'impression que le Parti libéral, qui était le bon dernier dans les voix exprimées chez les francophones, a pas beaucoup
de travail à faire pour réaugmenter de quelques points de pourcentage à renouveler son offre, sincèrement ou pas, mais je pense que le Parti libéral, historiquement, est un parti qui est pas animé par une idéologie en particulier, mais qui est animé par la volonté de prendre le pouvoir et de en faire profiter les gens qui l'aident à se rendre ici. Mm-hmm. Alors, peut-être que le Parti libéral, à mon avis, va se donner un nouveau apparat progressiste à l'avenir pour tirer parti du fait que maintenant la question nationale est mise au rencard et se positionner face à la CAQ conservatrice. Mm-hmm. Et ainsi va probablement pouvoir dans 4 ans prendre le temps de s'en faire une base, à mon avis. Alors, mais je pourrais me tromper aussi, bien sûr. Ben merci de ton analyse. C'est ça, elle est gratuite. Bénévole. C'est très le fun. Ben merci beaucoup pour ce retour sur l'élection générale de 1970. C'est très éclairant. Gab, on va continuer en musique. Ben ouais, ça, tantôt, David, il m'a appelé DJ Gabi, fait que je vais mettre de la musique électronique. Tant pis pour vous. Donc, on y va avec King of the Streets de Laser Out. Du bon techno. De retour à Histoire de passer le temps avec un beat de 180 BPM par minute. Merci. Êtes-vous réveillé? OK. Ouais, ça écoute en voiture seulement. Alors, on revient avec David Girard qui va nous faire la petite histoire de Ville-Saint-Laurent. Non, pas de Ville-Saint-Laurent, que dis-je? De l'arrondissement de Saint-Laurent, depuis qu'il y a eu la fusion avec... Mais je parle pas de l'arrondissement ni de la fusion. Donc, OK, bon ben. Je me suis dit, moi aussi, je vais faire des liens avec l'élection. Je vais parler d'un secteur où il y a eu une élection. C'est vraiment splendide. Donc, la petite histoire de Saint-Laurent. Saint-Laurent, elle commence en 1650, 8 ans après la fondation de Montréal. Paul Chevalier de Maisonneuve cède à Jean Descaries 31 arpents de terre dans le nord-ouest de l'île. Je sais ce que vous allez me demander. David, le Jean Descaries, est-ce le même Descaries que celui qu'on connaît aujourd'hui, le professeur de l'École des médias à l'UQAM?
Non, ce n'est pas le même. Non, okay. Non. C'était la blague. Voilà. Je le demandais quand même. Moi, je sais pas, tu dis décarré, je comprends rien déjà. Moi, c'est décaré. C'est pas le genre décaré sur Google. Là, il y a plein de photos qui apparaissent qui n'ont rien à voir avec le genre décaré dont je parle aujourd'hui. Qui, lui, en fait, est un colon. L'un des premiers colons à Montréal. C'est pas la même personne. Jean ne s'arrête pas aux 31 arpents qu'il possède déjà. En 1677, les Sulpiciens, ces grands seigneurs de l'île, lui octroient 80 arpents supplémentaires. À la mort de Jean, en 1687, la famille des Carré possède sur l'île 111 arpents. Elle est en affaires, comme disent les Anglais. Les trois fils de Jean, Paul, Michel et Louis vont défricher les terres le long de la côte Saint-Michel, lieu que l'on connaîtra plus tard sous le nom de côte Saint-Laurent ou bien l'actuelle avenue Sainte-Croix, en fait, là, où Valérie a grandi. Je voulais pas le dire. C'est une surprise. De nombreuses familles arriveront et s'établiront également sur les côtes de Notre-Dame-de-Liesse, Saint-François et Bois-Franc. Bref, ça va bien dans le village. La première chapelle de la paroisse Saint-Laurent est érigée en 1702. Elle est située beaucoup plus loin que la côte Saint-Michel. Là. Pour remplacer votre boussole interne, la première chapelle sera beaucoup plus tard remplacée par une nouvelle cathédrale de la consommation. La consommation. Le centre commercial Rockland. Qui, soit dit en passant, serait le premier centre commercial construit au Québec, selon mes recherches. Là. C'est tellement beau, le Rockland. Oui. C'est bien, hein? Les gens, là aussi, sont bien. Bref, si la chapelle arrive en 1702, la paroisse de Saint-Laurent est constituée plus tard, en 1720. En 1735, 15 ans plus tard, si vous savez compter, on construit la première église en pierre sur la montée Saint-Laurent. Il se passe peu de choses après cette date, là, sauf en 1787, où l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-François Hubert, exige que la paroisse tienne les comptes de façon régulière. De toute évidence, quand la tenue de livre la tenue de livre est un peu lousse. Hein. Quand cela fait partie des faits marquants de ton histoire au 18e siècle, on comprend que c'est plutôt tranquille dans cette partie de l'île. Oui, c'est très agricole. Hein, oui, exactement. C'est pas la population, la démographie du coin dans les années 1700? Peu de personnes. Je m'en souviens, c'était très tranquille. Non, mais mettons, il y avait quoi, 2-3 familles qui habitaient là? Non, il y avait plusieurs familles, mais je ne connais pas le nombre de personnes exact, mais quand même beaucoup de familles, parce que le village devient aussi un village relais important. En fait, là, il y a plusieurs auberges et hôtels qui vont ouvrir pendant la même période. Les gens s'arrêtent là parce que c'est le milieu entre la ville de Montréal et la rivière des Prairies. Après, on peut traverser à Laval et se rendre à Saint-Eustache. Si on veut. On n'est pas obligé. Hein. Non, mais si on veut, on peut. Le 15 mai 1837, il faut attendre le 15 mai 1837 pour que s'y produise quelque chose de majeur. Louis-Joseph Papineau prononce l'un des discours les plus importants de sa carrière politique. Retour à l'époque. Nous sommes en pleine période de tension sociale et politique. Papineau tente de calmer les patriotes venus nombreux l'écouter. Il leur déconseille la révolte armée et les invite plutôt à boycotter les produits importés d'Angleterre et vendus par les marchands anglais du Bas-Canada. La stratégie s'inspire de celle utilisée par les Américains dans la première phase de leur lutte pour l'indépendance. Évidemment, on connaît la suite. La lutte politique se transforme en lutte armée et l'Amérique du Nord britannique s'enflamme. En fait, le Bas-Canada s'enflamme et le Haut-Canada frissonne, pris lui aussi avec une petite rébellion. Pourquoi à Saint-Laurent? Ma théorie, j'ai pas pourquoi pas à Montréal ou je sais pas, un endroit plus en fait, c'est un comté agricole, donc les appuis à Papineau sont nombreux et on est en plein milieu entre la rive nord de l'île, entre Saint-Eustache, où il y a justement un bassin de patriotes important, la ville de Montréal et la ville de Montréal, où justement les grands bourgeois se tiennent, les dirigeants patriotes se tiennent. Papineau, il venait d'où, lui, déjà? Montréal. OK. Très bonne intuition. Oui, c'est pas si c'est vrai. C'est mon hypothèse. Il faudrait la vérifier avec une recherche. Chose que je ferai probablement. On est très rigoureux. Coup de théâtre. En 1847, la congrégation des pères, des frères et des sœurs de Sainte-Croix s'installe à Saint-Laurent. Elle y fonde quelques années plus tard l'Académie industrielle et ouvre ses portes à 120 élèves. Bon, il faut comprendre que c'est un événement majeur dans le village. Une partie importante, en fait, un groupe important de personnes qui arrivent tout d'un coup dans ce village agricole, ça crée une commotion et ça entraîne. Imagine, il était 20, là, ça a rendu 140. Ça a doublé. Non, oui, exactement. Autour des bâtiments de la congrégation va se développer vraiment le cœur du village de Saint-Laurent, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le vieux Saint-Laurent. Arrêtez-vous au métro du collège puis allez faire un tour après la chronique. D'ailleurs, le cégep Saint-Laurent, encore au cœur du quartier aujourd'hui, héritera en 1968 des bâtiments et des terrains du collège de Saint-Laurent, l'ancienne académie industrielle.
Qui ne connaît pas aujourd'hui le parc industriel de Saint-Laurent? Mais sur ton... Je voulais juste revenir sur ton... Je pensais que tu répondais à ma question, là. Non, moi, je connais pas. Mais en fait, le nouveau centre institutionnel, est-ce que les frères se sont installés à proximité de l'église du presbytère, sont restés proches, fait que ça a juste amplifié le chœur traditionnel. Ils n'ont pas créé un nouveau chœur plus loin. Non, c'était dans le chœur traditionnel qui a augmenté rapidement en termes de population. Ah ben ça augmente, ouais, ok. Voilà, j'en étais où? Ah oui, parc industriel de Saint-Laurent. Vous ne connaissez pas, non? 43 km² de beauté. Ben moi je le connais en fait. Mon père il travaillait là, il était ouvrier dans une usine. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Oui. J'ai travaillé là aussi d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, j'ai un passé ouvrier, je faisais des boîtes de carton. Ah, j'ai déjà fait ça moi aussi à ton père. Ah ouais, t'as fait ça aussi? Ouais. Ah, malade. On s'en reparlera tantôt, ok les gars? On ira visiter les installations. Petite visite, tout à fait. Un beau vendredi soir. Bref, le quartier industriel. Le parc industriel, c'est le secteur, un des secteurs les plus importants. C'est le secteur industriel le plus important sur l'île de Montréal et encore aujourd'hui l'un des pôles majeurs au Québec. À partir de la moitié du 19e siècle, Saint-Laurent commence en effet son développement industriel. La première industrie, une carrière de pierre, y voit le jour en 1860. En même temps que les frères arrivent, là, pratiquement à la même époque, c'est merveilleux. Le chemin de fer du Grand Tronc arrive en 1885. Le premier aqueduc est installé le long de la rue principale en 1888 et la première ligne téléphonique en 1895. Le village entre dans la cour des Grands. Avec un aqueduc. Exactement. Vous l'avez compris, numéro hein? de téléphone, un seul pour tout le village. Wow! Oui. Ben, c'était important à l'époque, le téléphone. téléphone. Oui, le luxe. Vous l'avez compris, hein, le train, l'établissement en 1896 d'une ligne de tramway électrique qui relie Saint-Laurent à Montréal entraîne la croissance des activités industrielles et l'urbanisation des terres. C'est magnifique. Dans la première moitié du 20e siècle, Saint-Laurent devient une véritable ville industrielle qui se définit par une forte présence de l'industrie aéronautique. Nordouin Aviation fait ses débuts en 1939. La compagnie Vickers s'y installe dans la même période. Finalement, Bombardier Aéronautique ouvre une usine de construction d'aéronefs en 1942. Le quartier Norvic, dans Ville-Saint-Laurent, doit d'ailleurs son nom à ces deux entreprises, Nordouin et Vickers ensemble. Bombardier construira également son propre quartier résidentiel à partir de 1988, là, autour de l'ancien chemin Bois-Franc, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Beau-Chic-Beaugenre Bois-Franc. Vous irez faire un tour. Il n'y a pas de métro qui se rend là, j'ai vérifié. Il faut y aller en auto. Évidemment, d'autres secteurs comme l'industrie pharmaceutique et celle des télécommunications deviennent des pôles industriels majeurs. Bon, je suis passé rapidement sur certains aspects. Là, j'ai fait le choix de faire un survol de l'histoire de Saint-Laurent. Quand on résume 300 ans d'histoire en 8 minutes, il y a des personnages importants dont on ne fait pas mention. Marcel Lorrain, si vous nous écoutez, pardonnez-moi. Au moins, tu as parlé de Papineau. Oui, exactement, voilà. Hey, hein? Quand même. Au moins. Bon, je glisse un petit mot sur Édouard Goyer pour terminer. Je fais par la même occasion un petit retour en arrière. Goyer est l'un des principaux artisans de la création de Ville-Saint-Laurent en 1893. Rapidement, il va comprendre les avantages géographiques du secteur en plein cœur de l'île et au croisement de plusieurs chemins et parcours fondateurs. C'était mieux placé, Saint-Laurent. Il fut élu 3 fois sans opposition au poste de maire et c'est vraiment sous son administration que Saint-Laurent devient une ville de banlieue dotée de services urbains modernes. Aqueduc, transport collectif, égouts. Bon, comme tout homme de son époque, Goyer est maire et promoteur immobilier. Évidemment, il comprend aussi rapidement que ça peut être très payant pour lui. En 1896, il va fournir gratuitement les terrains pour aménager une ligne de tramway. Pourquoi faire preuve de tant de bonté? Est-ce un homme généreux? Je ne crois pas. Sait-on jamais? Pas possiblement, en fait. Mais c'est aussi un homme d'affaires et il possède pratiquement l'ensemble des terrains de Ville-Saint-Laurent. En fait, il possède tous les lots situés à proximité de la ligne de tramway qui, eux, prennent une valeur considérable. Des bonnes affaires. Exactement. C'est un fin renard. On verrait ça souvent de nos jours. Tu sais, le maire d'une ville qui possède 100% des terrains de la ville. Puis, ben oui, je vais les vendre à qui les veut. Ça rassure ça, considérant que le gouvernement nouvellement élu est majoritairement composé de députés qui étaient du milieu des affaires. Nous verrons bien. Au-delà de Saint-Laurent, Édouard Goyer participe activement au développement immobilier du nord de l'île. Son entreprise possédait une bonne partie des terres de la paroisse de Saint-Laurent, du village de Cartierville. Elle est également très présente dans le village de Bordeaux et dans le village de Sainte-Geneviève. Bref, tout le nord de l'île lui appartient. Entre 1908 et 1912, au moment où la carrière politique de Goyer atteint son apogée, sa stratégie de spéculation lui devient très rentable. La valeur foncière de certains de ses terrains, notamment à Cartierville, se multiplie par 10. À sa défense,
C'est un homme bon. Je conclus en vous disant qu'Édouard Goyer faisait des affaires comme c'était la norme à l'époque. Il était reconnu par ses contemporains comme quelqu'un de réellement généreux. Il a fait don de nombreuses œuvres consacrées à l'aide aux démunis, aux malades ou aux mourants. Il a participé directement à la fondation de l'École sociale populaire, une organisation consacrée à l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. Il a également été un membre actif de la Société Saint-Vincent de Paul et a participé en 1910 à la fondation du journal Le Devoir. Un article de 1923 définit par ailleurs Édouard Goyer comme un bon type de Canadien, à l'esprit alerte, au cœur large et généreux. Voilà. À l'image de Ville-Saint-Laurent. Ah! Les caractéristiques qu'on recherche. J'adore les centres d'achat. C'est très beau, Ville-Saint-Laurent. J'ai découvert un chouette secteur. Ça dépend des secteurs, comme tu ça dis. dépend où nous sommes. Mais le Vieux-Saint-Laurent, c'est beau. Le Vieux-Saint-Laurent, c'est très, très beau. Je suis allée au cégep, là, puis ça a belle allure. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà. On voulait pas en parler. C'est ça. J'ai rien dit. Donc, merci beaucoup, Monsieur Girard. C'était très intéressant. Gab, on va en musique. On va continuer sur la même lancée. Donc DJ Gabi. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais m'y habituer. Donc, c'est ça. On va continuer sur la même lancée. Donc, on va écouter du Miami Nights 1984 avec la chanson qui s'appelle Clutch. Clutch. Bienvenue à Histoire de passer le temps. J'espère que vous avez pris le temps, justement, de faire votre cardio pendant notre pause musicale. L'aérobie, hein? La mise en forme, c'est important. On est bien papé, là. Moi, je suis top shape. Alors, sans plus tarder, ma chère Amélie, tu vas nous parler d'un personnage bien
spéciale, atypique de l'histoire du Québec, qu'on appelle Luce Cuvillier. Exactement. Elle est plutôt méconnue. Elle est connue un peu comme étant la maîtresse. Globalement, elle est connue pour être la maîtresse de Georges-Étienne Cartier, mais c'est nouveau, en fait, qu'on la connaît. Pendant plusieurs années, elle a été maintenue dans l'ombre et encore là, elle a son rôle est quand même plutôt tabou, donc on n'en parle pas trop de cette femme-là. Pourtant, quelle vie fascinante elle a eue. Alors, tout commence en 1817, quand elle naît dans le Montréal boomant du 19e siècle, dans une influente famille de la bourgeoisie francophone. Elle est la benjamine d'une famille de 8 enfants, donc cela veut dire qu'elle est la plus jeune. Merci. J'aurais posé la question. Ah, bon, voilà, faut le dire. Moi, je le savais parce que j'avais 2 frères, donc on était 3, donc il y avait un Benjamin. Puis le cadet, c'est celui qui est après l'aîné. Oui. Bon. Celui du milieu, comment on l'appelle? Le cadet. Le cadet, mais s'il y a plus que tous ceux du milieu, mettons. Okay, ouais. Puis juvénile, c'est quoi? Ça veut dire jeune. OK, on enchaîne. Alors, elle vient donc de la famille Cuvillier, qui est une famille importante de la bourgeoisie francophone de l'époque. Son père, Augustin Cuvillier, a porté plusieurs chapeaux dans sa vie et il s'est fait donc des amis et des ennemis dans plusieurs cercles. D'abord dans le monde des affaires, il a été commerçant, encanteur et il a fait c'est un peu comme ça qu'il a réussi à tracer son chemin dans ce monde-là. Il a fait beaucoup de faillites, mais il a toujours réussi à refaire fortune. Donc il a vraiment eu une carrière en dents de scie, mais ça lui a permis de cette façon de se faire plein d'amis dans un monde plutôt anglophone, le monde des affaires. Parallèlement à ça, il va aussi s'impliquer de plus en plus en politique jusqu'à être en fait député du Parti canadien. Donc, il va naviguer justement en des cercles très anglophones, le cercle des affaires, et des cercles plutôt francophones et même nationalistes auprès du Parti canadien. Il va, en tant que député du Parti canadien, il va dès 1815 amener l'idée de faire une banque dans cette colonie-là parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et l'idée va commencer tranquillement à faire son chemin à l'Assemblée nationale. Cependant, c'est tellement long que tous les partenaires d'affaires de Cuvillier décident de dire laissez faire avec l'Assemblée, on va s'arranger tout seul, on va le faire. Et donc, en 1817, ils fondent la Banque de Montréal. Et Augustin Cuvillier est donc un des fondateurs de la Banque de Montréal. Donc, ça en dit un peu sur le personnage qui est très, très important dans la société montréalaise de l'époque. Luce Cuvillier va naître la même année qu'est créée la Banque de Montréal, en 1817. Et donc, si elle baigne dans tous ces milieux-là très importants du côté de son père, elle est liée à plein d'autres familles très importantes dans la bourgeoisie montréalaise de l'époque par sa mère. C'est-à-dire que la mère de sa mère était Anne-Marie. Sa grand-mère. Oui, sa grand-mère, dans le fond, était Anne-Marie Tavernier. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le nom Tavernier? Il me semble qu'on a parlé dans une chronique. Taverne. Oui, c'est ça. J'ai fait une chronique sur les tavernes. En fait, Émilie Gamelin, la madame de la place qui était la fondatrice des Sœurs de la Charité, son nom de fille était Émilie Tavernier. Donc, c'est une autre famille très importante de la bourgeoisie de l'époque. Et dans le fond, Émilie Tavernier, c'est sa cousine à Luce Cuvillier. Et aussi, tant qu'à être dans les liens familiaux, je vais battre ça tout de suite, comme ça on va tout le savoir d'un coup. Et vous allez voir à quel point toutes les familles de la bourgeoisie francophone se connaissent les unes les autres et tout le monde se marie entre eux. Donc, la mère de Luce, une de ses sœurs s'appelle également Luce. Donc, on imagine que c'est pour ça qu'elle s'appelle Luce. Et cette femme-là a marié un imprimeur du nom de Édouard Raymond Fabre. Édouard Raymond Fabre était un imprimeur et un éminent patriote. Et donc, à partir de ce moment-là, s'ouvrent tous les contacts du monde patriote, que ce soit les Papineau, mais que ce soit aussi un certain Georges-Étienne Cartier, c'est-à-dire que la fille de Luce Perrault et Édouard Raymond Fabre, je sais pas si c'est un peu exagéré, mais c'est mon dernier petit truc de généalogie, leur fille s'appelle Hortense Fabre et Hortense Fabre a marié Georges-Étienne Cartier. Oh mon Dieu. Donc, je vous ai dit tantôt que Luce Cuvillier était la maîtresse de Georges-Étienne Cartier. Et je vous dis que Georges-Étienne Cartier, sa femme, c'était Hortense Fabre, la cousine de Luce Cuvillier. Oh ben. Alors, imaginez le fret à Noël. Ouais, c'est ça. Les sœurs de Providence, là, fondées par Émilie Tavernier, en fait, ont leur terrain dans Cartierville où Édouard Goyer possédait des terres. Ah oui. C'est merveilleux. Écoute, les liens qu'on fait aujourd'hui. Tout est dans tout, hein? Donc,
Comme toute jeune fille de la bourgeoisie de l'époque, Luce, elle est envoyée à Québec pour parfaire son éducation chez les Ursulines. Elle en revient après plusieurs années comme une musicienne accomplie, capable de bien se tenir et de bien évoluer dans les cercles de la haute société. On s'imagine d'abord que ces grandes qualités vont lui permettre de se trouver un mari bien rapidement. Malheureusement, ou heureusement pour elle, au fond, elle ne trouve point de mari à sa main. Et en fait, on comprend rapidement qu'elle a un caractère, qu'elle a des intérêts qui font en sorte qu'elle ne peut pas être une femme qui va rester à la maison, qui va tenir maison. Elle dit ce qu'elle pense, elle est atypique et elle détonne en fait dans les grandes soirées. Donc probablement que c'est un type de tempérament qui fait peur à plusieurs hommes et qui n'est pas ce que les hommes recherchent, c'est-à-dire une femme de compagnie. Donc étant seule et étant célibataire, elle prend goût aux affaires et elle s'implique rapidement et elle s'implique grandement dans la compagnie de son père. Alors, quand son père décède en 1849, elle a 32 ans et elle hérite d'une portion de l'entreprise familiale. Évidemment, à l'époque, elle pouvait pas devenir la seule héritière, d'autant plus que j'ai dit qu'elle était d'une famille de 8, donc toute la famille les chanceuses ont eu quelque chose, hein, quand même. Ouais, non, c'est une femme en plus. Et que c'était la dernière née. Donc, Ouais. tout ça mis ensemble fait en sorte qu'elle a vraiment dû démontrer son talent dans les affaires familiales pour avoir pu en recevoir une partie. Et bientôt, la compagnie de son père, qui s'appelait Cuvillier & Sons, va changer de nom et devient Cuvillier & Co. Donc, ça dit quand si le nom, c'est plus seulement Sons, ça veut dire qu'elle a quand même pris des parts dans l'entreprise et qu'elle continue de la faire fructifier. Donc, à cette époque-là, elle fait assez d'argent avec ses activités commerciales pour pouvoir se payer une maison dans le fancy Golden Square Mile sur Sherbrooke. Donc, elle a une petite villa à cet endroit-là, près de l'université McGill. Et c'est à ce moment-là, un peu pour meubler ses temps libres, elle va se rapprocher de sa cousine Émilie Tavernier, devenue Gamelin suite à un bref mariage. Ça pourrait déjà être l'objet d'une vraie chronique, tout ça, parce que c'est quand même vraiment intéressant ce qui se passe avec Émilie Gamelin. Donc, pour elle, elle va organiser des soupers de charité avec d'importants hommes politiques et d'affaires, avec les autres femmes, les autres femmes de la bourgeoisie qui s'ennuient parce que elles ont pas d'autres activités. Elles ne font que ça, être des femmes, des philanthropes. Et donc, elles remplissent leur journée en faisant des événements caritatifs pour venir en aide aux infirmes, aux indigents. Et finalement, un peu comme Émilie Gamelin aussi, qui, elle, va surtout aider des femmes âgées laissées pour compte. Et en faisant mes recherches pour cette chronique, j'ai lu une petite anecdote où il décrivait une soirée où Luce était assise au milieu de toutes ces femmes âgées et laissées pour compte, et là qu'elle leur distribuait elle-même du tabac pendant que les madames racontaient des histoires. Puis je trouvais ça vraiment comme très cute par rapport à ce personnage-là. Je trouvais que ça représentait vraiment l'idée que je m'en faisais à travers mes lectures. Donc, ses contributions aux bonnes œuvres, son éducation très élevée et ses revenus très intéressants la qualifient comme tutrice légale pour sa jeune nièce de 16 ans, Clara, quand son père va décéder. Son père étant le beau-frère de Luce, il va décéder en 1863. Et donc, Luce prend la charge de Clara et décide d'en faire une jeune femme de la bonne société. Donc, elle va l'envoyer apprendre l'anglais à New York. Et une fois qu'elle a gradué, elle va la trimballer un peu partout en Europe, un peu pour lui trouver un mari à la hauteur de ses espérances. Et elle va réussir finalement en 1872 à marier Clara avec un marquis qui va devenir même un duc. Donc elle a bien réussi. Jackpot. Bravo Luce, tu es une bonne marieuse. Sauf qu'elle, elle avait de la difficulté de ce côté-là. Là. Ouais, mais je pense que ça l'intéressait semi. Elle attendait la perle rare. Et dans les mêmes années, en fait, en 72, c'est sûr que c'était fait, là. Quand elle a commencé à avoir la charge de Clara, c'est environ dans les mêmes années qu'elle a rencontré, que ça s'est concrétisé avec Georges-Étienne Cartier. Oh là là. C'est sûr, c'est bien difficile à dater parce qu'on est quand même à l'époque victorienne et c'est dans la nature même d'une relation clandestine d'être secrète. Donc, c'est difficile à établir quand exactement que ça va commencer. Brian Young a fait quand même des recherches sur cette histoire-là et lui, la date de début des années 1860, mais même avant. Il dit que ça pourrait même être avant qu'ils se sont mis ensemble. À coquiner. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'un côté, on a Georges-Étienne, dont le mariage, bien qu'ayant engendré 2 enfants, est un échec. Sa femme, Hortense Fabre, qu'on a parlé tantôt, elle est plus jeune que lui de 14 ans. Et ça fait plusieurs années qu'elle ne le suit plus dans les grandes soirées, qu'elle n'habite même plus avec lui.
Quand ils se sont mariés, c'était un mariage stratégique, c'est-à-dire que le père d'Hortense, Édouard Raymond Fabre, était à ce moment-là maire de Montréal. Donc, c'était vraiment une bonne idée pour Georges-Étienne Cartier, avocat éminent, avocat du Grand Tronc. C'était une bonne idée pour lui de se marier avec la fille du maire de Montréal, même s'ils étaient d'idéologie politique différente. C'est-à-dire que la famille Fabre va toujours être une famille libérale. Et lui, Georges-Étienne Cartier, il a jadis été un patriote, mais depuis, il a complètement changé de bord et il est devenu très, très conservateur. Donc, les clashs sont là avec sa belle famille, avec sa femme, Hortense. Hortense est une personne très calme, très pieuse, qui veut pas faire grand-chose de ses soirées. À côté de lui, Georges-Étienne a plein d'argent, plein de contacts, puis lui veut tout le temps faire le party. Fait qu'après ses journées de travail, ça lui tente pas vraiment de revenir à sa maison bien tranquille. Alors, il continue à faire la fête et il va dormir à l'hôtel. Donc, finalement, il rentre jamais chez lui. Et finalement, il ne voit juste plus sa femme et il ne s'occupe pas de ses enfants. Père exemplaire et mari rêvé. C'est un couple moderne. Oui, c'est ça. Et donc, dans ces grandes soirées de liberté, il fait la rencontre de Luce Cuvillier, qui était une femme très libre et très indépendante de sa personne. Donc, on dit d'elle qu'elle adorait George Sand, de qui elle va, par mimétisme, un peu porter le pantalon, fumer le cigare. Donc, ça va un peu... le pantalon, je vous rassure, elle ne le faisait que pour jardiner dans sa villa, mais... Ceux qui l'ont vu ont été bien choqués de la chose. Donc, ça en faut peu dans le monde victorien pour choquer. Mais je comprends. Ben, des pantalons. Wow! Wow, minute. Et donc, ça fait plusieurs années que Georges-Étienne et Luce se côtoient par-ci, par-là. Cartier est ami avec le frère de Luce depuis l'école. Il est l'avocat de la famille Cuvillier depuis 1857. Et les Madame Fabre et Cuvillier font ensemble du bénévolat depuis plusieurs années. Et Micheline Lachance, qui a écrit les romans Julie Papineau et Lady Cartier, mais c'est des romans, mais elle a basé beaucoup de ses écrits sur la correspondance entre toutes ces différentes femmes-là. Et elle avance que, en fait, Luce Cuvillier et Hortense Fabre étaient des cousines, certes, mais également des cousines très proches, des amies quand même. Et donc, disons que ça a jeté un froid sur cette amitié et ces relations de famille quand Hortense Fabre s'est rendu compte que son mari, le premier ministre, couchait avec sa cousine. Disons que ça... Ben, ça a dû faire un scandale, ça, dans la société. En fait, c'est... Rapidement, en fait, ils se sont établis en tant que couple et finalement, en fait, ils s'affichaient ensemble, mais les gens les laissaient tranquilles. Ça faisait des années que Hortense n'allait plus dans les événements, qu'ils habitaient plus ensemble et donc les gens ont comme accepté. Elle remplissait pas son devoir de femme. Quand même. Et elle allait aux événements, elle pouvait tenir des discussions avec des hommes politiques, donc il y avait pas de... Les hommes politiques ne s'en servaient pas de cette idée-là pour attaquer Georges-Étienne ou le discréditer. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Même les médias disaient, à tel événement, il y avait Georges-Étienne Cartier. On a remarqué l'absence de sa femme. Il disait 2-3 autres invités. Il y avait Luce Cuvillier, coudonc. Puis les gens, même s'ils arrivaient ensemble, même s'ils habitaient ensemble, ils se gardaient 2 maisons pour l'apparat, mais ça n'a pas fait scandale. Alors qu'aujourd'hui, on s'entend que ce serait... Puis, ouais, c'est ça. À l'époque, est-ce qu'on a d'autres exemples où les médias ou les politiciens se seraient servis d'une histoire personnelle comme attaque, en fait? Ben, j'ai pas fait de recherche à cet effet-là, mais selon ce que j'ai lu, en fait, les gens étaient étonnés qu'ils utilisent pas des aspects personnels pour le discréditer. Donc, j'ai l'impression que c'était quand même pratique courante d'utiliser des failles personnelles. Des fois, ça va être des faillites personnelles ou des trucs comme ça pour discréditer. Mais dans le fond, là, ils ont vraiment tenu ce mort. Ils en ont pas parlé, même si tout le monde le savait. C'est presque bizarre, hein? Presque bizarre. Et donc, c'est Luce Cuvillier qui a accompagné Georges-Étienne Cartier à Londres pour la conférence de Londres en 1866, alors que Hortense n'était pas dans le portrait du tout. Pendant plusieurs années, Luce Cuvillier allait rendre visite à Québec pendant que l'Assemblée siégeait. C'était très établi qu'ils étaient ensemble. Et
Au même moment, Hortense Fabre va préférer quitter Montréal et s'installer définitivement à Paris avec ses filles. Elle va préférer s'éloigner de Montréal plutôt que de vivre au quotidien l'humiliation où tout le monde accepte et côtoie son mari avec sa maîtresse, alors que eux vivent en fait littéralement comme mari et femme, alors qu'elle est un peu la femme humiliée, blessée, laissée pour compte. Donc elle va préférer quitter et elle ne reviendra jamais à Montréal. Elle quitte Montréal Elle quitte Montréal complètement à Paris. T'écoutais-tu? Non, excusez, j'étais dans le pendant 2 secondes. Et donc, Ouais, parce qu'on savait tout, Désolée. peu de temps après la concrétisation du projet de confédération qui s'est passé en 1867, si vous êtes au fait de votre histoire canadienne. Je pense qu'on en a parlé de cette émission-là. Georges-Étienne Cartier va mourir en 1873 à Londres d'une insuffisance rénale chronique, maladie qu'il avait depuis plusieurs années. Ça alors veut dire qu'il buvait trop, ça? Non, pas c'est pas les reins, les foies. Non, c'est que je mélangeais entre mes organes. Ben oui. On est historien, pas biologiste. Ben oui. Wow. Je suis blanchi. Et donc, alors qu'il était justement parti à Londres chercher un traitement, il va décéder là-bas et il décède à son chevet avec sa femme, Hortense Fabre, et leurs 2 filles. Mais pauvre Luce, où est-elle? Alors Luce, elle assiste aux funérailles comme tout le monde, alors que les 3 autres madames, c'est-à-dire Hortense et leurs 2 filles, sont mystérieusement affectées par une maladie qui les empêche d'être présentes aux funérailles. On aurait cru qu'elle aurait pu vouloir venir danser sur sa tombe. Ouais, mais non. C'est peut-être une entente aussi. Là, de genre, dire, nous, on était à son chevet, toi, tu j'ai eu le dernier soupir, toi, t'auras les condoléances. Genre, c'est fair. Moi, je trouve ça pas pire, surtout que à l'ouverture du testament de Cartier, Sabarde, en fait, en ouvrant le testament, il se rend compte que Georges-Étienne Cartier va déshériter sa femme, Hortense Fabre, et il ordonne à ses filles de ne jamais se marier à un Fabre, donc la famille de sa femme. Ils ne peuvent pas se marier à aucune personne proche de cette famille-là. Et sinon, il les déshérite et il leur ordonne de suivre l'exemple sur Luce, qui est une personne d'une grande intelligence et de bien belle façon. Donc, il leur dit de suivre cet exemple-là, à qui il cède également une partie de ses avoirs. Donc, au final, dans son testament, on voit un peu son amour pour Luce et la haine qu'il voue à sa femme et sa famille libérale est vraiment très claire. Et donc, en 73, Georges-Étienne meurt et Luce, elle décède en 1900. Donc, que fait-elle pendant toutes ces années? Alors, elle va reprendre ses activités caritatives. Elle s'investit de plus en plus auprès des sœurs de la charité de sa cousine Émilie Gamelin. Elle va organiser des bals, des soupers et le reste du temps, elle partage son temps entre sa demeure de la rue Sherbrooke et sa villa de Longue-Pointe où elle jardine et fait de la lecture. Et elle décède en 1900 à sa maison de la rue Sherbrooke. On dit que ça faisait 4 ans qu'elle était paralysée suite à un accident, donc c'est vraiment une fin de vie plutôt triste. Et sa notice souligne également sa notice nécrologique dans la presse souligne également son talent financier en disant qu'elle a été laissée à la tête d'une fortune considérable. Mademoiselle Cuvillier trouvant encore moyen de l'augmenter par des placements avantageux. Et ensuite, elle va partager sa vie entre des devoirs sociaux et des œuvres de charité. Elle a été très présente pour les Sœurs de la Providence, comme je l'ai dit régulièrement, mais également à l'Institut des sourdes-muettes. Oh. C'est à eux qu'elle a légué. Elle a légué parce qu'elle a pas eu d'enfants. Elle a pas. Je pense qu'elle en a légué à de ses nièces à elle, mais elle a fait des dons considérables autant de son vivant que à sa mort à des organismes de charité comme les sourdes-muettes et les Sœurs de la Providence. Est-ce que tu as une idée de comment on a pu la commémorer? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais... en fait, comme c'était une femme célibataire, pas de mari, qui a pas fait de choses grandioses et que surtout, en fait, elle a été la maîtresse elle a été un peu oubliée. On peut penser à la rue Cuvillier, par exemple, mais c'est en l'honneur de sa sœur, Marie-Angélique Cuvillier. C'était pas en son honneur à elle. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont nommée pour être dans quand ils ont fait le concours pour trouver des femmes pour le billet de 10$. Elle a été sélectionnée dans la short list de 460 noms, mais malheureusement, elle a pas passé le test, probablement entre autres parce qu'il n'y a pas de photo d'elle. Donc, on pouvait pas la représenter sur un billet de 10$. En fait, moi, l'image que j'ai mis pour la promo, c'est un dessin qui avait été publié sur l'Encyclopédie canadienne parce qu'il n'y a pas de photo d'elle.
On arrive à la fin. Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir fait découvrir un personnage autant particulier. J'ai parlé longtemps, je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Rapidement, avant qu'on se quitte, je vais faire une petite annonce. Le 18, 19 et 20 octobre à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a le congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française sous le thème de l'histoire dans la cité. Donc, je vous invite en grand nombre à y aller. Y allez-vous, vous autres? C'est loin quand même, hein? Non, on sait pas. On verra. Pas de trouble. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de passer le temps. Même heure, même poste. Merci. Bye bye. Bye bye.